À combien de joueurs on joue? Alors le volley, ça joue à 6 contre 6. On a besoin de quoi comme matériel pour le volley? Alors au volley, ce qui est obligatoire, donc déjà vous savez qu'il faut jouer avec un ballon. Voilà. Donc il faut savoir quand il y a un match, il y a 3 ballons dans le match. Parce que ça tourne avec 3 ballons. Le filet avec le poteau, donc le filet avec une certaine hauteur par rapport à la catégorie d'âge. Et ensuite, il faut avoir basket, un maillot, à manches courtes, short. Et il y en a qui mettent des genouillères pour se protéger les genoux aussi. À quelle hauteur qu'il est Le filet? Ouais. Chez les hommes, chez les garçons, le filet au plus haut, il est à 2,43 m. Donc vous voyez la barre au football, bah, c'est la hauteur. Et chez les filles, il est à 2,24 m. Il est un peu plus bas. Mais le filet, je ne sais pas trop à quoi il sert. Alors le filet, en fait, il sert à séparer les deux équipes. Parce qu'au volley, il n'y a pas de contact physique. On n'a pas le droit de toucher l'adversaire. Il n'y a pas un joueur qui peut être dans une zone de l'équipe adverse? Non, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de passer. Simplement, si tu mets le pied de l'autre côté du terrain, c'est ce qu'on appelle une faute. Et l'adversaire, il marque un point. C'est combien de mètres le terrain? Ah, bonne question. Alors le terrain en longueur, la longueur, oui, c'est le terrain, c'est la ligne bleue. La longueur totale devant vous, là, c'est 18 mètres. Ah oui. Et en largeur, c'est 9 mètres. Oh. Les matchs durent quelle heure? Combien de temps, tu veux dire? Un match, ça dure combien de temps? Un match, ça peut... Alors, il n'y a pas de limite de temps dans un match. En fait, ça se joue au nombre de sets qu'on gagne. Pour gagner un match, il faut gagner 3 sets. Comment on compte les points? Donc tous les points comptent. Que dès qu'il y a une faute ou un point marqué, il y a un point qui est donné à l'une des équipes. Et un set, ça se joue en 25 points. Il faut gagner 3 sets, donc c'est ce qu'on appelle en 3 sets gagnants. Il y a combien d'arbitres? Ah, il y a combien d'arbitres? Très bien, bonne question. Alors, en haut niveau, le plus haut niveau, donc il y a 6 arbitres? Eh ouais, il y a 6 arbitres. Donc il y a l'arbitre principal qui va être sur une chaise, près du poteau. Il y a le deuxième arbitre qui va être à l'autre côté du premier arbitre, au sol, au poteau. Et après, on a ce qu'on appelle les juges de ligne. Ceux qui voient quand la balle elle sort ou que le joueur il touche la ligne quand il passe au service. Il y en a 6, mais c'est le haut niveau, hein, c'est le plus haut niveau. Et maintenant, il y a quelque chose en plus, il y a la vidéo. Donc les entraîneurs, ils demandent ce qu'on appelle un challenge vidéo pour voir si l'arbitre a fait l'erreur ou pas. Parce que ça va très très vite. Est-ce qu'il y a beaucoup d'accidents au volley? Alors il n'y a pas de choc, il n'y a pas de contact physique au volley, mais ce qui peut arriver c'est qu'on se fasse des entorses de la cheville parce qu'on peut retomber sur un partenaire ou sur le ballon, ça arrive. On peut se faire casser un doigt par le ballon, parce que des ballons ils sont assez forts des fois quand ils tapent les joueurs. Par rapport à d'autres sports, on est assez épargné quand même. Mais aussi peut-être que c'est un peu compliqué, peut-être si on n'y arrive pas. Bah, le volley c'est compliqué parce que ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est le seul sport collectif avec ballon où tu n'as pas le droit de bloquer la balle. Au football, tu peux arrêter le ballon. Au rugby, tu peux arrêter le ballon. Au basket, tu peux. Et au volley, on n'a pas le droit. Tout ce que je sais sur le volley, c'est que on doit pas, faut pas que la balle elle touche par terre. Faut vraiment qu'on tape avec comme ça. C'est ça. Le volley, on défend le sol. Donc on veut pas que le ballon il touche le sol. Mais on attaque le sol de l'adversaire. Il y a un joueur qui est important au volley. Comment il s'appelle le joueur qui donne les ballons pour attaquer? Vous savez ou pas? Il s'appelle un attaqueur? Ah non, celui qui donne le ballon pour l'attaquant. C'est comme le meneur de jeu au football, au demi de mêlée au rugby. C'est le passeur. C'est quoi des manchettes? Manchette, c'est ce que fait ton copain derrière. En fait, c'est un geste quand on veut défendre ou recevoir un service. Mais c'est un geste défensif, c'est pas un geste pour marquer des points. Quelle est la vitesse des ballons? Alors, chez les garçons, il y a un serveur, il sert à 140 km/h. Et chez les filles, le record, il est à 100 km/h. Voilà. Donc le ballon, il traverse le terrain en moins d'une seconde. Le joueur qui saute le plus haut, il touche 3,70 m. Est-ce qu'on peut jouer aussi dehors? Alors il y a une autre discipline que le volley, ça s'appelle le beach volley. Et beach, ça veut dire la plage. Donc c'est le volley de plage. Ah oui? Il y a des filets au milieu et tout. Ah bah oui, il y a toujours des filets, mais c'est sur du sable. Alors, il faut savoir que le volley, c'est le sport le plus pratiqué dans le monde. Bah, tout le monde joue au volley l'été. Quelle est l'équipe de champions olympiques au volley? Donc le champion olympique, alors en garçon, c'est l'équipe de France. C'est la première fois qu'ils ont été champions olympiques.
l'équipe masculine française fait partie des 8 meilleures équipes du monde. Et les filles commencent aussi à pousser. Les filles maintenant sont dans le top 24 mondial. On peut faire jusqu'à quel âge le volley? À partir de quel âge? Alors, les compétitions, ça commence quand vous êtes en CM1, CM2. Mais sinon, tu peux commencer. Nous, Louane, elle commence à faire du volley avec des tout petits qui ont 2 ans et demi. On y va, donc tu lances la balle et on se déplace. Alors, on leur apprend à courir, à sauter, à se déplacer, à lancer un ballon, à faire rouler un ballon. Mais on peut commencer très très tôt et on peut finir très très tard. À 30 ans. Ah, plus que ça, plus que ça, plus que ça. 125 ans. Donc lorsque vous avez le ballon, vous allez partir en dribblant. Parce que le basket, on n'a pas le droit de se déplacer comme ça. Donc vous allez partir en dribblant vers le panier. Donc moi je m'appelle Gaëtan, je suis entraîneur de basket. Donc là pendant une quinzaine de minutes, 10-15 minutes, je vais répondre à vos questions. Et puis ensuite on passera sur un temps de découverte, de pratique, où je vous expliquerai, il y aura 2 grands jeux où vous allez découvrir les fondamentaux du basket, le dribble, le tir, la passe. Mais ça je vous expliquerai ça juste après les questions. Allez vas-y, je t'écoute. Ils sont combien chacun dans les équipes? Alors, dans une équipe de basket, quand on joue sur les grands terrains comme ça, sur les rangs, il y a 5 joueurs qui sont sur le terrain. Donc on joue 5 joueurs par équipe, c'est du 5 contre 5. Mais il y a également des remplaçants dans une équipe. Donc il peut y avoir juste 5 remplaçants. Donc en général, il y a 10 joueurs dans une équipe, 5 qui sont sur le terrain et 5 qui sont sur le côté, qui sont remplaçants et qui servent à faire souffler les joueurs qui sont fatigués, voilà, où il y a des changements régulièrement. À quoi servent les remplaçants? Alors, les remplaçants, ils sont là pour faire souffler les joueurs qui sont un peu fatigués, peut-être les joueurs qui ont subi plusieurs fautes, enfin qui ont pris plusieurs fautes, parce qu'au basket, on a le droit de faire 5 fautes maximum sur un match, et au-delà de ces 5 erreurs, on ne peut plus jouer, donc ça sert aussi à protéger ces joueurs-là. Voilà. Et il y a des changements tout au long de la partie, tout au long du match. Quelle est la hauteur du panier? Ah, ouais, bonne question. Alors, on va commencer par les paniers qui sont là, les grands paniers de basket. Donc le cercle rouge, là, il est à 3,05 m du sol. Alors à votre âge, on ne joue pas sur des paniers qui sont si hauts que ça. Là, on va jouer aujourd'hui sur les 4 paniers qui sont un petit peu plus bas. Et ceux-là, aujourd'hui, on va jouer sur des paniers qui sont à 2,20 m. Combien dure le match? Alors, dans un match de basket, il y a 4 périodes de 10 minutes. Ça fait 40 minutes en tout, mais par contre, au basket, à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet ou à chaque fois que la balle sort du terrain ou qu'il y a un arrêt de jeu, il y a des gens qui sont sur le côté et qui arrêtent le chronomètre. Et le chronomètre ne tourne que quand les joueurs sont réellement en train de jouer sur le terrain. Je croyais que c'était 4 fois 6 minutes. Alors, sur les 4 fois 6 minutes, sur les plus petites catégories, notamment à votre âge, effectivement, quand il y a des rencontres interclubs, c'est 4 fois 6 minutes un match. Et pour les grands, 4 fois 10. Donc c'est juste ta remarque. Combien vous devez avoir de points en fait? Alors, bonne question. Alors, sur un terrain, lorsqu'on tire, on va dire proche du panier, tous les tirs rapportent 2 points. Donc on compte les points de 2 en 2. Par contre, il y a une ligne, alors on la voit pas très bien ici. Quand on tire derrière cette ligne-là, le panier ne vaut pas 2 points, mais 3 points. Et chez les plus grands, on peut également avoir, quand il y a des pénalités, ce qu'on appelle des lancers francs. Ah oui, la ligne qui est ici, ça c'est lorsqu'il y a une faute, c'est la réparation. Quand on tire derrière cette ligne-là, un panier, ça vaut 1 point. C'est un peu l'équivalent d'un penalty au foot. Est-ce qu'il y a des filles dans l'équipe? Ah bah oui, bien sûr. Donc au basket, il y a des équipes de basket avec que des filles, d'autres avec que des garçons. Et sur les plus petites catégories, donc notamment à votre âge, il y a possibilité aussi d'avoir des équipes mixtes, avec des filles et des garçons en même temps. À partir de quel âge on peut commencer à jouer? Alors, ça dépend des clubs. Il y a des clubs qui accueillent très tôt, donc à partir de 4-5 ans. Les moins de 7 ans, c'est ce qu'on appelle le baby basket. Et puis après, il y a le mini basket, donc avec des paniers adaptés. Ça, c'est votre âge, c'est l'école primaire. Donc on peut commencer très tôt, mais il n'y a pas l'obligation de commencer très tôt pour progresser au basket. La plupart des licenciés en club commencent autour de 7-8 ans. Ça veut dire de notre âge?
À peu près, ouais. Mais il y a des joueurs qui commencent le basket à 15 ans ou plus et qui sont devenus des joueurs, des bons joueurs de basket, des joueurs professionnels. Voilà, donc il n'y a pas l'obligation de commencer le basket très tôt pour être un bon joueur plus tard. Est-ce que vous avez des chaussures spéciales? Alors là, j'ai pas des chaussures spéciales sur moi là, mais en général, les chaussures de basket, elles sont un tout petit peu plus hautes que les chaussures normales dont on peut servir pour courir, pour protéger un petit peu les chevilles. Voilà. Parce qu'au basket, comme c'est un sport où on saute beaucoup, où il y a beaucoup de changements de direction, on peut se tordre les chevilles, donc c'est des chaussures qui sont renforcées à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des habits spéciaux? Ouais, alors bien sûr, comme dans tous les sports, il y a une tenue spéciale pour jouer au basket. Il y a un maillot, souvent qui est sans manches, c'est pas obligatoire, et un short. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur chaque maillot? Des nombres. Ah, très bien, des numéros. Alors oui, donc quelle est l'équipe qui est championne olympique en titre au basket? Et en filles et en garçons, c'est le même pays. Alors c'est pas la France, parce que la France, ils ont perdu en finale lors des derniers Jeux Olympiques, donc ils ont une médaille d'argent en garçon, puis une médaille de bronze en filles. Et donc c'est un pays. Alors, vas-y. C'est Paris? Alors Paris, c'est pas un pays. C'est l'Argentine. Non, alors c'est pas l'Argentine, c'est les États-Unis. Hein, depuis la création des Jeux Olympiques, c'est le pays qui a gagné quasiment toutes les médailles d'or. Quel est le champion du basket? Ah, le champion, un joueur? Alors, est-ce que vous connaissez des joueurs de basket? Non. Alors Michael Jordan, mais c'est plus la même génération. Alors il y a Tony Parker, mais vous avez déjà entendu parler? Mais il est en retraite là maintenant. Là, si vous pouvez suivre un joueur dont on va parler beaucoup cet été aux Jeux Olympiques au basket, qui s'appelle Victor Wembanyama, Wemby, c'est le plus grand joueur en termes de taille dans l'équipe de France. Et à votre avis, combien il mesure le plus grand joueur? Alors c'est pas 2m10. 2m20. Il fait 2m24. Voilà. Donc il est plus grand que le panier qui est là. Salut les enfants, c'est Benjamin Paulin. J'espère que vous êtes en forme là pour les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent très vite. Moi ça va pas mal, je m'entraîne beaucoup en ce moment. D'ailleurs aujourd'hui là je suis à quelques kilomètres de Saint-Tropez, dans le sud de la France, au bord de la mer. On voit les bateaux derrière, vous voyez. Mais ce que je vous propose c'est qu'à mon retour, on puisse partager ensemble un entraînement à Certigny le vendredi 5 avril. Alors j'espère que vous êtes prêts et que les baskets sont prêtes parce que je pense que ça va grimper. Allez, à très vite. Qu'est-ce que le trail? Alors le trail, c'est vrai que c'est un nom qu'on entend beaucoup. En fait c'est de la course à pied en nature. Quand on parle de course à pied, c'est le fait de courir. Et après il y a plusieurs catégories dans la course à pied. Il y a la course qu'on appelle course sur route, où là on court sur de la route, sur du macadam. Et il y a le trail, où là on court dans la nature. Par exemple, si là on court sur les chemins ou dans la forêt, on pourrait appeler ça du trail. Qu'est-ce que la marathon? Le marathon, c'est une distance de la course sur route. C'est 42,2 km. On le fait dans des villes. Par exemple, dimanche matin, il va y avoir le marathon de Paris. Donc en fait, c'est plein de coureurs de la France entière, mais même du monde entier, qui se retrouvent à Paris pour faire un marathon qui s'appelle donc le marathon de Paris. Et ils vont courir 42,2 km, donc c'est 40 km et 200 mètres. Dans Paris. Donc ils vont partir à côté de l'Arc de Triomphe, si vous connaissez un petit peu Paris. On va courir à côté de la Tour Eiffel, donc on verra la Tour Eiffel. Et ce qui est bien, c'est que pendant cette compétition-là, on va fermer la route, donc il n'y aura pas de voiture dans Paris. Et les coureurs vont pouvoir courir sur la route en sécurité et faire ces 42 km. Alors c'est assez long parce que les meilleurs ils mettent à peu près 2 heures, 2h05. Et après, c'est pas que des professionnels de la course à pied, il y a des amateurs qui mettent 3, 4, 5, 6 heures peut-être pour faire les 42 km. Pourquoi aimez-vous ce sport en particulier? C'est une très, très bonne question.
Alors j'aime déjà parce que ça fait prendre un petit peu l'air, ça fait sortir de chez soi. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien être un peu sur l'ordinateur, des fois regarder un petit peu la télé, mais ce qui me manquait c'était d'aller à l'extérieur, de pouvoir courir et puis de se retrouver, vous voyez comme on est là aujourd'hui, un petit peu dans la nature, on sent l'air un petit peu frais, on entend les oiseaux, c'est ce côté un petit peu liberté qu'on a quand on sort de chez soi et qu'on va vraiment courir. Donc c'est ça qui m'a plu au début. Et après j'ai vu que petit à petit, plus je pratiquais, plus j'allais courir, plus je progressais. Donc soit j'arrivais à courir plus longtemps, soit j'arrivais à faire plus de distance, soit j'arrivais à aller plus vite. Donc ça m'a motivé à continuer, voir que je progressais, plus je courais, plus je progressais. À quel âge avez-vous commencé le trail? Le trail, j'ai commencé il y a un peu plus de 10 ans. Donc j'ai 29 ans aujourd'hui, donc j'avais 18-19 ans quand j'ai commencé. Avant je faisais du foot, un petit peu. Je jouais, donc j'ai fait quelques années en tant que milieu, pour ceux qui font du foot, j'étais milieu de terrain. Généralement quand on est milieu de terrain on court beaucoup, donc c'était un rôle qui m'allait bien. Et puis j'ai un peu arrêté le foot et puis je me suis mis à la course à pied petit à petit, donc là ça va faire 10 ans. Mais la première compétition, c'est quand tu as un dossard, que c'est vraiment une course avec du monde. Là c'était en 2014, donc ouais 10 ans. Ouais, votre année de naissance, c'était ma première course. C'était le semi-marathon de Nancy. En fait semi-marathon c'est la moitié d'un marathon. Donc vous vous souvenez de la distance du marathon? Ah trop fort, c'est ça. Donc c'était un semi-marathon que j'avais fait. Courir, c'est ton métier ou c'est ton autre travail? Alors courir, non, c'est pas mon métier. Je fais j'ai un métier à côté. Je travaille dans un syndicat d'électricité. Tu savais ça? On l'a pas. Ah, trop fort. Donc c'est une collectivité et je travaille à Épinal. Donc j'essaye de m'entraîner quand je travaille pas. Donc généralement en semaine, ça va être le midi et le soir. Et les week-ends, je peux m'entraîner quand je veux parce que je travaille pas. Donc non, aujourd'hui, je peux pas vivre de la course à pied. C'est pas un métier, je suis pas encore professionnel en tant que coureur. Donc j'ai encore un travail à côté. Combien de médailles ou de courses avez-vous gagné? Alors ça c'est une bonne question. Je sais que toutes les coupes je les garde chez moi. Donc petit à petit, comme j'ai fait beaucoup de courses, comme ça fait à peu près 10 ans que je fais de la course à pied, j'ai dû faire plus de 120 courses. Donc j'ai dû en gagner peut-être 80. Donc ça fait beaucoup de coupes et beaucoup de médailles. Ça prend un petit peu de place mais j'ai des bons souvenirs quand je les regarde. Comment vous faites pour planifier vos courses? Sur une année complète, j'ai quelques objectifs où je me dis j'ai envie de faire cette course-là par exemple au mois de mars. Je sais que pour faire celle-là, pour arriver en forme, il me faut à peu près 2 mois d'entraînement. Donc je planifie ça, après je fais la course et après je me dis bon, une fois que j'ai fini la course, quelle autre course j'ai envie de faire dans l'année? Et puis je fais ça et puis j'essaye de voir combien de temps ça me prend pour la préparation. Est-ce que c'est compliqué de garder une hygiène de vie de sportif? C'est compliqué si on n'aime pas ça. Sauf que moi j'adore ça, donc c'est en fait très naturel, c'est très facile. Ça me plaît des fois de me coucher tôt parce que je sens que je suis fatigué, parce que je me suis bien entraîné, de bien dormir, de faire attention à mon alimentation, ça me plaît parce que je sais que ça va m'aider pour la course à pied à être meilleur, à bien récupérer, à être en bonne santé. Donc en fait c'est un rythme de vie qui plaît quand on aime ce qu'on fait et donc c'est assez facile pour moi. Est-ce que vous mangez des légumes de votre jardin? Oui, ça m'arrive. J'ai un petit jardin. La surface, c'est pas très grand et je suis pas un expert du jardinage, mais je sais que j'ai un petit peu de courgettes, un petit peu de tomates, quelques haricots verts. J'ai fait des expérimentations, j'ai essayé de faire pousser des brocolis, un peu de piment. Mais comme je mange beaucoup de légumes à l'année, je dois manger presque pas loin d'1 kilo par jour, je pense. Donc j'ai un petit jardin, donc j'arrive pas à produire suffisamment en quantité pour être autonome. Donc je mange dans mon jardin et puis j'en achète à côté quand même. Mais ceux de mon jardin, ils sont toujours meilleurs, c'est sûr. Est-ce que vous fumez? Ah bah du coup non. Non, je fume pas, c'est pas très bon pour la santé, même pas du tout bon pour la santé. Et puis pour la course à pied, on a besoin d'avoir un système respiratoire vraiment, c'est quelque chose de super important. Donc en fait la cigarette, ça empêche de bien respirer. Donc ça serait bête de faire autant d'entraînement, de manger bien et de bien dormir si à côté je fumais, ça serait pénalisant. Donc non, évidemment. Est-ce que ça fait mal aux jambes? 100 km, ça fait mal aux jambes, oui. Mais en fait, maintenant, je suis assez habitué. Je peux courir 1 heure, 2 heures, sans aller trop vite et j'aurai pas forcément mal aux jambes. Par contre, si je dois faire un marathon, donc 42 km ou 100 km, et essayer d'aller le plus vite possible, là, je vais avoir, même si je suis bien entraîné, je vais avoir très mal aux jambes, oui.
mais on s'y habitue. Avez-vous fait des pauses dans vos 100 km? Si oui, combien? 100 km c'est particulier parce que ça dure, j'avais mis 6h35 et en fait c'est pendant 6h35 normalement, moi je sais que j'essaye de ne pas m'arrêter. Les quelques fois où je dois m'arrêter c'est pour aller aux toilettes des fois. On est obligé des fois pendant 6h30 donc là mais je m'arrête 30 secondes. Mais sinon par exemple pour tout ce qui est boire de l'eau, manger un petit peu pendant la course parce que pendant les 6h30 j'ai dû boire à peu près entre 4 et 5 litres. Donc j'ai des gourdes que je prends à la main, il y a une petite anse et en fait je cours comme ça et sur 100 km j'ai le droit d'avoir quelqu'un qui m'accompagne à vélo. Donc j'avais mon frère qui était en vélo, lui sur le vélo il avait un sac et il avait à peu près 5 ou 6 gourdes comme ça. Donc une fois que je l'ai bu, je lui donne la vide, il m'en donne une nouvelle qui est pleine et comme ça je peux courir et en même temps je bois en même temps. Et en fait plus on boit, au bout d'un moment la gourde elle se vide donc ça pèse plus rien après. Donc c'est comme ça, mais normalement je fais pas de pause. Êtes-vous déjà blessé en course? J'ai déjà eu des petites blessures, pas des grosses blessures style des fractures ou des entorses. Mais en course à pied ce qu'on peut avoir c'est plutôt ce qu'on appelle des tendinites. En fait c'est dans le corps humain on a plein de tendons, on a des muscles, on a des tendons. Et quand on court trop ou trop vite ou quand on n'a pas l'habitude de courir et qu'on s'y met, généralement on va sentir des petites blessures, des petites douleurs. Et c'est pas des grosses blessures mais j'en ai déjà eu. Des fois c'est un peu le pied qui va nous faire un peu mal ou des fois c'est le muscle qui fait un peu mal. Donc mais si on fait attention et qu'on réduit un petit peu, on s'entraîne un peu moins, ça peut disparaître. Qu'est-ce que vous faites comme sport en hiver? En fait l'avantage en course à pied c'est qu'on peut mettre des pulls. Des fois j'ai 2-3 couches. Après je vais mettre une petite veste s'il pleut par exemple. Et en fait même s'il fait moins 10 par exemple, je vais pouvoir courir dehors. Je vais juste mettre plus d'habits. Après des fois quand il y a de la neige ou du verglas, c'est un peu compliqué, il faut faire plus attention. Mais en hiver je cours quand même. En fonction du terrain, je vais avoir différents types de chaussures. Par exemple, aujourd'hui, vous avez vu, il y a quand même pas mal de boue dehors, donc ça glisse. Donc généralement, on essaye d'avoir des chaussures avec des petits crampons. Alors c'est pas des aussi gros crampons que le foot, ceux qui font du foot, mais on voit ici qu'il y a quand même, ça permet de ne pas glisser. Donc ça c'est quand je fais de la course en nature, comme aujourd'hui par exemple. Là j'ai des petits crampons comme ça. Quand je cours sur la route, ce que je vais prendre sur la route, il n'y a pas besoin d'avoir des crampons. Donc là ça va être une chaussure qui est beaucoup plus lisse, parce qu'on va courir sur le macadam. Donc j'aurai plutôt ce type de chaussures là. Donc après vous pouvez venir les regarder après si vous voulez. Après j'en ai pris d'autres modèles qui sont un peu particuliers. Là c'est des chaussures. Donc il n'y a pas de crampons, donc c'est pour courir sur de la route, mais elles sont assez particulières celles-ci parce qu'on voit là qu'il y a comme un petit coussinet d'air en fait. Et ça va permettre d'amortir un petit peu les chocs quand on va courir. Quand on court sur la route elle est assez dure, et quand on court sur 100 km on est content d'avoir ce côté un petit peu amorti. Participerez-vous au JO? Ah oui, alors on en a parlé ensemble tout à l'heure, effectivement je ne vais pas participer au JO de Paris 2024. La première raison c'était que moi principalement, ma première discipline donc c'était le trail, c'est ce que je faisais quand j'ai commencé la course à pied, donc la course à pied dans la nature comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et petit à petit j'ai découvert, donc en fait là on courait 100 km sans s'arrêter et ça c'est une discipline qui n'est pas une discipline qui va être représentée aux Jeux Olympiques. Donc même si j'ai été champion de France de cette discipline-là, malheureusement, aux Jeux Olympiques, on ne verra pas de course de 100 km. Peut-être que dans 4 ans, le trail deviendra une discipline olympique, ça on ne sait pas encore, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est la classe de... Vous êtes où à l'école? Les bains. Vous êtes en CM1, tous CM1 de la même classe? CM1, on est d'accord. Bonjour à tous les enfants, c'est Clémence Beretta, je suis athlète professionnelle en athlétisme et ma discipline c'est le 20 km marche rapide et je suis qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous donne rendez-vous très vite pour vous montrer à quoi ressemble ma discipline et j'espère que vous allez tous pouvoir essayer cette discipline. À bientôt!
Alors l'endroit où on est, ici, s'appelle donc un stade. Vous êtes sur un stade. Dans ce stade, il y a plusieurs parties. La partie où on est assise, elle s'appelle comment la partie là? Les gradins, très bien, qui forment donc un ensemble pour qu'on puisse s'asseoir. À Remiremont, on peut mettre entre 500 et 600 personnes. Les gradins, ça s'appelle aussi une tribune. Et sur les très très grands stades, la tribune entoure tout le stade. Et on peut mettre plein de monde. On peut mettre au moins 100 classes comme vous. Donc c'est énorme. Sous les gradins, on a la partie où vous avez posé vos affaires, qui s'appelle les vestiaires. Très bien. Il y a également une infirmerie. Et il y a également une partie secrétariat, parce que effectivement, sur les rencontres sportives, il faut toujours un endroit pour faire les résultats. À Remiremont, il y a un petit truc en plus, c'est cette petite niche là-haut, c'est l'endroit où on va positionner le système de chronométrage pour les courses. Quand on fait une compétition d'athlétisme, on a besoin d'un système très compliqué pour chronométrer. On met une caméra, il y a un ordinateur, il y a 2 ou 3 personnes capables de faire fonctionner ce système. Et ainsi, quand les coureurs arrivent, les personnes qui sont là-haut vont pianoter, vont taper sur leur clavier et vont pouvoir donner classement et donner le temps que chaque coureur a mis pour faire sa course. Donc on vise la ligne d'arrivée et le chronométrage se fait au millième de seconde. Un millième de seconde, c'est le temps de dire « Ah !» Voilà, c'est très court. Et donc on peut déterminer le classement grâce à ces caméras de très haute performance. Plus performante que la caméra de votre maîtresse. Voilà. Alors, sur ce stade, on a encore plusieurs parties. La partie centrale, la pelouse verte, elle sert à quoi? À faire du foot. À faire du foot. Bravo Léandre. Et puis autour de cette pelouse verte, il y a toute la partie orange. Cette partie orange, ça sert pour quoi? Pour courir, mais pas que courir. Hein. Ça sert à tout l'athlétisme. Cette partie orange, elle a un petit nom technique, ça s'appelle le tartan. Parce que ce matériau, c'est du tartan. C'est très intéressant de voir comment est fabriquée une piste d'athlétisme. On fait d'abord une vraie route, après on met de la colle, après on remet des granules, on remet de la colle et on remet des granules pour faire une belle piste comme ça. Sur cette piste sont tracées des lignes. Elles servent à quoi? À courir, et surtout elles servent à dire que j'ai ma propre ligne et que je n'ai pas le droit d'aller chez le voisin. Sur ce stade, on a des zones qui servent à certaines activités. Alors en face de nous, on a un gros matelas. Ça sert à quoi ce gros matelas? Et le gros matelas, il sert à pas se faire mal. Ah, il sert à pas se faire mal. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Mais à quelle épreuve d'athlétisme ce tapis sert? Oui, mademoiselle. Pour sauter. Oui, ça c'est vrai. Mais avec quoi? Avec une perche. Bravo, c'est le saut à la perche. Et regardez bien, tout en haut du poteau, c'est quasiment la hauteur que passe le champion du monde. Là-bas, on voit un autre matelas qui est un peu cabossé. On fait quoi? Du saut en hauteur. Derrière le tapis de saut en hauteur, on a ce qu'on appelle une cage. Il y a des grands filets noirs montés sur des grands poteaux en fer. À quoi, à votre avis, sert cette cage? Pour lancer le marteau, très bien. Le marteau, c'est un objet, c'est une boule lourde au bout d'un grand fil et le sportif essaie de l'envoyer le plus loin possible. Vous avez également un autre lancer que l'on fait là-bas, il y a une piste d'élan, c'est le javelot. Le javelot, c'est comme une lance. Vous voyez, on prend ça puis on lance loin. 29 pour l'instant.
Et ça va beaucoup plus loin pour Lucas Moutarde. Et puis vous avez encore en face des bacs à sable. On y fait quoi dans les bacs à sable? On fait du saut, oui, tu as raison, du saut en longueur, j'ai entendu, saut en longueur. Vous regardez le stade, il y a la pelouse verte, il y a la piste rouge, et entre les deux, il y a une zone de sable. On y lance quoi, là-bas? On lance le poids. Le poids, c'est une boule lourde, très lourde. Vous avez, près de la piste, une barrière rouge et blanche. Elle sert à quoi, la barrière-là? Pour sauter au-dessus, très bien. Et cette barrière-là, elle va servir à une épreuve où les Français sont très bons d'ailleurs. Elle va servir aux 3000 mètres steep, donc 3000 mètres avec obstacle. Et puis comme c'est pas si difficile d'avoir une barrière, il y a un endroit là-bas, on a un trou. Dans ce trou, on remplit d'eau. Devant le trou rempli d'eau, on remet une barrière comme là, et ça fait une rivière. Et les coureurs, ils doivent passer la barrière plus la rivière. Il y a aussi d'autres courses d'obstacles avec ce qu'on appelle des haies où les Français sont excellents. Donc les Jeux Olympiques, vous savez quand c'est ou pas? Juillet et août? Ouais. Moi, mon épreuve, c'est le 1er août. Et avant les Jeux Olympiques, il va y avoir un championnat important qui est le championnat d'Europe, en Italie. Est-ce que vous allez regarder à la télévision les épreuves? Oui, non? On regardera.